Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades de la deuxième heure. Bonsoir Mathieu Bock-Côté. Bonsoir. Sociologue et essayiste. Bonsoir Jules Torres. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au Journal du Dimanche. Et bonsoir à vous Alexandre Orloff. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien ambassadeur de Russie en France. Donald Trump vient donc d'être élu. On attend encore le Nevada et l'Arizona, mais bon, on est à 295 contre 226. Donc c'est le futur président des États-Unis d'Amérique. Vladimir Poutine vient tout juste de le féliciter. Alors la phrase est tournée de cette façon. Il dit verbatim: si quelqu'un veut reprendre contact, cela ne me dérange pas. Je suis prêt. Voilà ce que dit Vladimir Poutine lors d'un forum. Je voudrais profiter de cette occasion pour le féliciter pour son élection à la présidence des États-Unis. Alors deux choses, ça vient un peu tard, est-ce que c'est sincère ? Non, d'abord, c'est absolument sincère, sans doute. Et puis, puisqu'aujourd'hui, Poutine prend la parole à la réunion du club de Valda. C'est un grand club de réflexion de Russie qui a 20 ans déjà, à Sochi. C'est des investisseurs, ce sont Non, pas du tout. Ce sont les politologues, des gens qui viennent un peu de tous les horizons, de différents pays. D'ailleurs, j'ai participé plusieurs fois à ces réunions. Et alors, il a dit que, tout à fait sincèrement, que félicite Donald Trump avec l'élection au poste du président des États-Unis. Avant, il a dit d'ailleurs qu'il était impressionné par sa conduite lors de l'attentat contre lui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses, plutôt accumulation de choses positives. Pourquoi Poutine n'a pas encore félicité officiellement président Trump? Parce que chez nous, on attend toujours l'annonce officielle de l'élection. Et vous avez dit vous-même qu'il y a encore 2 États aux États-Unis où on a pas encore terminé le décompte, mais dès lors que Kamala Harris a acté sa défaite et félicité Trump, et que Joe Biden a pris la parole aujourd'hui... Chacun a ses traditions, mais encore une fois, je crois que pour Poutine, moi je pense c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque je crois que l'élection du Trump, c'est une chance. Une chance parce que l'élection du Trump, c'est la défaite des néoconservateurs. Et ce sont les néoconservateurs qui sont à l'origine... Qui vous appelez les néoconservateurs ? Les néocons, alors qui étaient auprès des démocrates, et Parti démocrate américaine, il y en a plusieurs. Bon, je ne vais pas citer leur liste, mais c'est un courant politique aux États-Unis qui est très, très, très fort, très influent, qui a été justement à l'origine de la confrontation qui dure depuis déjà une dizaine d'années entre l'Amérique et la Russie, entre l'Occident et la Russie. Et là, je crois que Trump, c'est un homme conservateur, patriote, pragmatique. Ce sont les mêmes, traits de caractère qui sont typiques pour Poutine. Je crois qu'ils sont faits pour s'entendre. Et là, beaucoup de choses vont dépendre un peu de l'équipe de Trump, puisque je me souviens du premier mandat du président américain, quand il changeait les conseillers tous les 6 mois, et malheureusement, on n'a pas pu, avoir des contacts permanents pour travailler avec son entourage, avec lui-même. Et puis, Trump a fait aussi quelques pas, inamicaux contre les Russies, il a commencé à introduire des sanctions, etc. Je crois que deuxième venu du Trump sera un peu différent, et peut-être ça ouvre quelques chances à tourner la page actuelle dans les relations entre l'Occident et la Russie. Et la page aussi de la guerre en Ukraine. Il clame depuis plusieurs mois qu'il va, en arrivant au pouvoir, d'un claquement de doigts, régler la question de la guerre en Ukraine. Oui, c'est un peu naïf, un peu ridicule, bien sûr. Mais moi, je crois qu'on a maintenant des chances de régler ce conflit assez vite. D'abord, il faudrait que le président Trump pousse Zelensky à commencer à négocier avec les Russes, avec Poutine. Il y a déjà la base pour ces négociations. C'est un texte qui a été paraphé il y a 2 ans à Istanbul entre délégations russes et ukrainiennes. Il faut reprendre ces négociations, bien sûr en partant des nouvelles
de nouvelles réalités sur le terrain. Ça veut dire des concessions territoriales. Ah oui, mais ça c'est bien sûr. Les 4 régions que la Russie a déjà intégrées en son sein, ils vont rester... On va les nommer. C'est le Donbass, c'est Lugansk, c'est Zaporogie et c'est Kherson. Les 4 régions. En plus de la Crimée qui est déjà russe. La Crimée, elle est déjà russe depuis 1782. Vous aviez failli faire un lapsus, et que vous l'avez reconquise, ou en tout cas reprise, ça dépend du point de vue où on se place dans la guerre en Ukraine. Mathieu Bocoté. Non, en fait, vous dites Trump représente une rupture avec les néoconservateurs. Ouais. Et j'espère. Alors, je pense que c'est très vrai quand on regarde la politique américaine, c'est-à-dire les néoconservateurs sont dans une théorie généralement du changement de régime. C'est l'exportation démocratique, une forme de croisade démocratique. Trump est un peu plus à l'ancienne, plus kissingerien, si je peux dire, qui accepte la diversité des régimes, la diversité des tempéraments. Cela dit, est-ce que vous craignez, de votre point de vue, une rupture ou une réconciliation entre l'Europe et les États-Unis? Parce que les Américains, version Trump, c'est pas exactement l'Amérique accrochée à l'Europe comme ça peut être le cas de Joe Biden. C'est pas exactement la même Amérique dans le rapport à l'Europe. Oui, je crois que l'Europe s'attend plutôt à une autre chose. L'Europe a plutôt peur, justement, que Trump va lâcher l'Europe. Et là, j'ai vu aujourd'hui, il y a eu le sommet de l'Union européenne, je crois, à Budapest, où on a déjà parlé qu'il faut penser au nouveau système de la sécurité de l'Europe qui ne soit pas dépendant des États-Unis. Là, j'ai 2 réflexions. La première, que c'est une très bonne avancée, si vous voulez, puisque je crois que le conflit en Ukraine doit se résoudre dans un contexte plus général, justement, de la création de nouveaux systèmes de sécurité en Europe qui doit garantir la sécurité de tout le monde, y compris de la Russie. Donc vous incluez la Russie en tant que partenaire européen ? Ah bah bien sûr. Mais écoutez, bien sûr, ça va mieux en le disant. On est quand même dans une situation qui ne permet pas forcément de dire ça. Non, je peux vous dire une chose qui est à mon avis tout à fait évidente. Il faut construire le système de sécurité en Europe avec la Russie et pas contre la Russie. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, bien sûr, c'est possible. Bien sûr, mais la Russie, elle est ouverte. Nous sommes prêts à négocier. Nous sommes prêts à négocier pour travailler sur le nouveau système. Mais vous concevez que du point de vue de l'Europe occidentale et même des États-Unis, de ce point de vue, l'idée, ce que vous appelez pudiquement une opération spéciale, mais qui est vue globalement comme une guerre de conquête territoriale, vous concevez que pour les Occidentaux, depuis 1945, ça relève de l'inconcevable. Écoutez, pour les Occidentaux, malheureusement, connaissent mal l'histoire. Et je crois que le conflit en Ukraine n'a rien à voir avec les relations de la Russie avec d'autres pays européens. Le conflit en Ukraine, c'est en quelque sorte le travail sur les erreurs qui ont été commises il y a 30 ans, au moment de la proclamation de l'indépendance de l'Ukraine, c'était 1992. Et là, compte tenu que l'Ukraine est un État hétéroclite, que c'est pas un État-nation, il n'a jamais existé comme État-nation. Et c'est pour ça qu'il fallait corriger les frontières au moment de leur indépendance. Les frontières ont été très mouvantes pendant les siècles sur cette partie du monde. Mais quand même... Vous ne pouvez pas dire que l'Ukraine n'a pas été un pays en soi. La nation ukrainienne existe et elle dispose de son État. L'Ukraine avait 2 choix. Le premier choix, c'est de redessiner les frontières. Deuxième choix, faire de l'Ukraine un État fédéral, pour garantir à toutes les minorités, pas uniquement les Russes, mais hongroises, roumains, polonais, les droits au moins culturels. Mais l'Ukraine, elle a repris les frontières qui étaient... Oui, mais les frontières administratives. Administratives au sein d'un État. Si demain, c'est une hypothèse tout à fait farfelue, mais si demain, une région de France va proclamer son indépendance, il va être dans les frontières administratives d'aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec les réalités. C'est ça le problème. Mais je me permets juste de revenir sur la question. C'est pour ça que la Russie n'a aucune revendication territoriale pour l'Europe. Il y a quelque chose comme des psychologies peut-être irréconciliables. C'est-à-dire, pour les Occidentaux, j'y reviens, l'idée, je me permets de formuler clairement, d'une conquête territoriale, le règlement d'un différend territorial par la conquête militaire, vous comprenez que pour les Occidentaux, ce n'est pas un moyen parmi d'autres pour régler des tensions entre 2 pays. L'élite russe le comprend. Je peux vous rassurer encore une fois que la Russie, étant déjà le plus grand pays du monde sur le plan territorial, n'a pas besoin de conquête. Pourquoi Poutine
a été obligé de lancer cette opération, puisque quand il y a eu le 21 février 2014 à Kiev un coup d'État, puisqu'il y a eu juste le même jour. C'est comme ça que vous appelez la révolution du Maïdan. Vous appelez ça un coup d'État? Non. La révolution de Maïdan, elle durait un certain bout de temps. Il y a eu une première phase en 2004 et ensuite en 2014. Alors, à un certain moment de cette révolution de Maïdan, il y a eu une rencontre entre le président Yanukovych et, je crois, Klitschko, qui était à la tête de l'opposition ukrainienne, en présence de ministres des Affaires étrangères français, allemands et polonais, qui étaient les témoins. Ils sont arrivés à un accord qu'on va tenir des élections présidentielles anticipées. C'est-à-dire que Yanukovych était d'accord pour partir, mais d'une façon, disons, civilisée. Mais le soir même, sur la place de Maïdan, on a dit non, on ne va pas ça, il faut tout de suite qu'il parte. Et il y a eu un coup d'État, par la force. Yanukovych a été changé. Et parmi les premières mesures adoptées par le Parlement ukrainien, c'était l'interdiction de parler russe. Ce qui a fait révolter les peuples de la Crimée et du Donbass qui habitaient majoritairement par les Russes. Oui. Voilà les sources, les débuts du problème. Et maintenant, permettez juste une petite juste pour terminer, maintenant pour arriver à régler le conflit actuel avec l'Ukraine, il faudrait restaurer ces droits des minorités, notamment minorités russes, de parler leur langue. C'est une de nos réclamations dans les négociations. Et est-ce que vous pensez, vous avez été un des premiers à dire que finalement, cette guerre, elle était aussi la responsabilité de l'OTAN, elle était aussi la responsabilité des Européens. Et est-ce que quand vous voyez ces dernières semaines les propositions d'Ursula von der Leyen, qui visiblement ne semble pas vouloir s'arrêter à une Europe des 27, mais vouloir s'élargir notamment avec la Moldavie, notamment avec la Bulgarie, est-ce que vous pensez que oui, bien sûr, non mais en tout cas elle veut approfondir les relations diplomatiques. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut arriver vers à négocier en tout cas la fin de ce conflit-là avec une Europe qui aujourd'hui veut s'agrandir? Non, écoutez, je vois aucune contradiction entre la volonté de l'Europe de s'agrandir et la fin du conflit en Ukraine. Je dis que pour les Russes, ce sont des choses complètement différentes. Nous n'étions jamais contre l'entrée de l'Ukraine à l'Union européenne. C'est à vous après, parce que je crois vraiment que l'Ukraine sera le trou noir pour l'Europe. Déjà. Moscou, en tout cas, en attendant, réclame que l'Ukraine dépose les armes, qu'elle lui cède 5 régions, qu'elle renonce à son alliance avec l'Occident et à son ambition de rejoindre l'OTAN. Oui, non, pas avec. On ne demande pas, disons, de rupture de l'alliance avec l'Occident. Non, on dit, nous voulons l'Ukraine neutre, c'est-à-dire qu'il ne sera pas membre de l'OTAN. Et nous voulons voir une Ukraine démilitarisée, qu'il n'y a pas des bases militaires étrangères sur le territoire de l'Ukraine qui vont menacer la Russie. C'est un peu le cas de la Finlande, qui prospérait pendant plusieurs décennies. Mais il y a une base américaine à Ramstein en Allemagne, vous n'allez pas non plus demander que les Américains se retirent de Ramstein alors qu'ils sont quand même pas très loin de la Russie. Il y a une base énorme en Pologne, aussi des Américains, et ils sont quand même plus près de vous. Vous n'avez pas demandé aux Polonais d'enlever la base américaine. On ne demande pas ça. On ne demande pas ça. On parle uniquement de l'Ukraine. Mais vous comprenez. Alors c'est une question qui m'a toujours travaillé l'esprit. Est-ce que du point de vue de la Russie, encore une fois, vous comprenez par exemple que les Baltes, je pense, aient peur naturellement de la Russie. C'est-à-dire dans l'histoire, normalement, la Russie déborde quelquefois de ses frontières. Au XXe siècle, les Baltes ont perdu leur indépendance parce que la Russie les envahit. Est-ce que vous comprenez que les Baltes se méfient des Russes aujourd'hui, où ils devraient croire à jamais la parole de « ne vous inquiétez pas, on ne pénétrera jamais votre territoire ». Bon, écoutez, les Baltes, à ma connaissance, font déjà partie de l'OTAN. Ils n'ont rien Donc ça règle la question. Ils n'ont rien à craindre, ça règle la question. Et donc ils ont bien fait de rentrer dans l'OTAN finalement. Ce sont des tout petits pays de 3, 4, 5 millions d'habitants. Ça n'a pas empêché la Russie de les envahir. Bon, ça ne nous intéresse pas. Vous faisiez rappel à l'histoire, et Mathieu Bocoté fait appel à l'histoire aussi. En attendant, moi, il y a une autre histoire, c'est la publicité qui arrive, et on va reprendre l'histoire après. Et puis alors, c'est très important parce que c'est une autre histoire que va vous raconter Thomas Hill demain dans Culture Média. C'est l'histoire de la guerre civile en Algérie dans les années 90, puisqu'il reçoit Kamel Daoud, lauréat du prix Goncourt pour son prix Ouris, pour son roman Ouris, qui a donc eu le prix Goncourt, qui est paru chez Gallimard. A tout de suite sur Europe 1.
Villeneuve. Et tandis que dans le studio Lagardère d'Europe 1, nous avons les télévisions du monde entier. Nous sommes raccord avec CNN avec cette question. Trump claims he can end Russia-Ukraine war in just one day. Alors, one day, Alexandre Orloff, on est passé un peu rapidement tout à l'heure, mais ça ne se fera pas en un jour. Non. Non, c'est tout à fait irréaliste, bien sûr. Mais je crois que si on change le logiciel de confrontation de l'Occident, bien sûr, de confrontation à une coopération, on pourra arriver. C'est-à-dire il faudrait arrêter les hostilités, se mettre autour de table et négocier. Où est-ce que vous voyez le changement de logiciel ? La réunion de Budapest avec les 27 est très intéressante parce que nous avons une Ursula von der Leyen qui dit nous devons créer une Europe forte contre ce qu'a dit sensiblement Emmanuel Macron, contre la Chine, contre la Russie, qui provoque les guerres, c'est ce qu'a dit le président Macron, et contre les États-Unis de Donald Trump. Le pays qui accueille, c'est la Hongrie, avec Viktor Orban, qui apporte pas forcément la même lecture que Ursula von der Leyen. D'ailleurs, je profite de votre présence dans ce studio, Alexandre Orloff. Quelle est la relation actuelle, et je parle pas de celle d'il y a 6 mois, ou d'il y a 1 an, ou d'il y a 2 ans, de Viktor Orban avec Moscou? Écoutez, il a eu toujours des relations correctes. Mais correct, ça veut dire quoi? Correct et normal, on n'a rien contre Orban. Normal, ça veut dire quoi? On n'a rien contre Orban. Je crois que, vu de Moscou, aujourd'hui, parmi tous les dirigeants de l'Union européenne, Orban, c'est le plus réaliste, le plus pragmatique, le plus réaliste. Le plus en phase avec Vladimir Poutine, vous voulez dire? Forcément, elle est plus en phase, puisque Poutine aussi, il est réaliste et pragmatique. Tandis que les autres, vous avez cité Ursula von der Leyen et Macron et les autres. Mais comment voulez-vous qu'il y ait un changement de logiciel alors que tout le monde est contre Vladimir Poutine et qui dit, c'est celui qui déclenche les guerres? Mais il faut comprendre que si on ne change pas ce logiciel, on va dans le mur. Et on peut aller jusqu'à la 3e guerre mondiale. C'est tout à fait sérieux. C'est encore sur la table, la 3e guerre mondiale. La menace de Vladimir Poutine de déclencher le bouton nucléaire, elle est toujours là. C'est pas la menace, mais il faut... Vous savez, les Russes sont des bons joueurs aux échecs. Il faut calculer les coups. Les derniers coups envisagés, c'est une bombe nucléaire quelque part. Oui, bien sûr. Même de faible intensité, mais une bombe nucléaire quand même, Alexandre. La Russie, s'il n'aura pas d'autre façon de se protéger, elle appuiera sur le bouton. Lequel? Ça, c'est sûr. La petite ou la grande ou la moyenne bombe? Ça dépend. Je crois. Comment ça dépend? Je pense qu'il faut appuyer sur le grand. C'est pas la peine d'envoyer le petit. Hein. Ah oui, donc. Mais vous dites ça avec un détachement. Mais écoutez, je voudrais revenir à ce que vous avez dit sur cette réunion très intéressante à Budapest. Oui. Alors, Ursula von der Leyen a dit qu'il faut avoir une Europe forte militairement. C'est une fausse piste. Parce qu'il y a d'autres moyens de garantir la sécurité. Les moyens politiques dont on a déjà parlé, c'est le système de sécurité. Vous croyez que la force militaire pour l'Europe est plutôt inutile? Non. Diriez-vous la même chose de la Russie? La force militaire pour l'Europe, c'est un serpent de mer. J'entends parler de défense de l'Europe depuis des années et des années. Et on ne peut pas construire la défense européenne en dehors de l'OTAN. On ne peut pas. Et l'OTAN, il est toujours contrôlé par les Américains. Ça va arriver à quoi? C'est-à-dire, les Européens vont payer plus dans l'OTAN, qui sera toujours contrôlé par les Américains. Et encore une chose, vous vous souvenez qu'à la fin de l'Union soviétique... Mais ça ne rebat pas les cartes avec l'élection de Trump? Avec l'Union soviétique, ce qui a accéléré la faillite économique, c'est la course aux armements. C'est cette fameuse guerre aux étoiles. Si vous allez maintenant prendre le chemin de la course aux armements, quand on voit que l'Europe économiquement est déjà vraiment, elle est à plat. Vous nous avez... Ça dépend de quel pays. Vous avez la Pologne qui a 4% du PIB maintenant dans l'armée et qui s'est réarmée tout seul en se disant de toute façon, on va y aller parce que personne ne le fait. C'est une exception. Mais si vous prenez l'Allemagne, la pauvre Allemagne, qui connaît la récession, la France n'est pas loin. Disons, les plus grands pays de l'Europe connaissent la récession. Et si on lance maintenant... la France a quand même une dissuasion nucléaire, ce qui est particulier dans le monde actuel. D'accord, oui, mais je dis que
la course aux armements, c'est un trou noir qui va tuer l'Europe. C'est mieux de garantir la sécurité par le système de la sécurité négocié. Vous nous avez évité, avec raison, il y a un instant, à réfléchir à la lumière de l'histoire et pas seulement des préjugés occidentaux. Ouais. D'accord. Les nations d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale, leur expérience de l'histoire, c'est une méfiance constante à l'endroit de la Russie. Vous en conviendrez. Viktor Orban, tout récemment, célébrait la révolution de 1956. Ça change quand même, pas uniquement Orban. Il y a aussi des Slovaques. Mais globalement, un point constant pour plusieurs peuples d'Europe de l'Est au XXe siècle, c'est que les Russes ont fini par décider d'aller mater une révolte, faire une intervention militaire, une intervention armée. Comprenez-vous, je me permets d'insister sur ça, ça me semble important, que ces peuples, par exemple, n'ont pas voulu rejoindre l'OTAN par je ne sais quel souci impérial, mais pour se défendre de la Russie qui souvent avait été impériale à leur endroit. D'accord. Ceux-ci, ils ont rejoint l'OTAN à un moment donné, historique. Oui. L'Ukraine aurait dû le faire. Et puis, il ne faut pas parler au nom de ces peuples, quand même, parce que je peux vous dire que dans les pays de l'Europe de l'Est, il y a des considérations différentes. La Biélorussie, par exemple. Non, pas uniquement. Il y a la Slovaquie, il y a la Hongrie, il y a en Allemagne aussi, si vous prenez l'Allemagne de l'Est, l'ancienne Allemagne de l'Est. C'est pas tellement évident. Mais encore une fois, je crois que la Russie n'a... Là, l'OTAN a été créé à un moment donné. Il y a eu la guerre froide. Le monde était divisé en deux. L'OTAN contre le pacte de Varsovie. Oui. Il n'y a plus de pacte de Varsovie. Il reste la Russie. La Russie qui a beaucoup de problèmes à l'intérieur pour se développer, qui n'a aucun intérêt à conquérir d'autres territoires. Il y a une crise économique aussi, d'une certaine manière, en ce moment. Comment ? Il y a une crise économique en ce moment ? Non, il n'y a pas de crise économique, mais c'est un pays énorme, et nous avons, le problème que nous avons, c'est le problème démographique. Nous sommes trop grands pour cette population qui est assez petite, c'est ça. Mais, si vous voulez, la croissance économique en Russie, je vous dis, cette année sera de 4%. C'est pas la croissance de la France ou de l'Allemagne. Jules Torres, du JDD. On a Emmanuel Macron qui, aujourd'hui... a une prise de parole un petit peu étonnante, vous savez, sur le fait qu'il fallait soit être carnivore ou herbivore. Lui opte pour le côté omnivore. On se doute bien que dans les carnivores, il cite notamment Donald Trump qui vient d'être élu, qui parle de Xi Jinping, qui parle évidemment de Vladimir Poutine. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, il peut être ce représentant aujourd'hui de l'Europe, et est-ce qu'il a les capacités de lutter, que ce soit, ou de peser, que ce soit contre Donald Trump ou contre Vladimir Poutine? Ou est-ce que finalement, il n'a aucun poids? Malheureusement, elle a perdu beaucoup de poids. Elle a perdu beaucoup de poids puisque au début, j'étais à la première rencontre entre deux présidents. Ça a commencé plutôt bien, mais je crois que je parlerais plutôt de la tragédie de Macron, puisque Macron, c'est un homme très intelligent. Et je me souviens de son intervention devant les ambassadeurs de France, je crois que c'était 2019. Il y a eu un très long passage sur les relations avec la Russie qui était complètement gaulliste et gaullien. Il est revenu au mois de septembre de cette année à la réunion organisée à Paris par Communauté Sant'Egidio. Il a dit, quand le conflit en Ukraine sera terminé, il faut repenser nos relations avec la Russie. Et il a prononcé le mot-clé, la coexistence. C'est ça. Nous devons maintenant aller vers une coexistence. Moi, je peux citer, j'ai beaucoup aimé le tweet qu'a envoyé Emmanuel Macron à Donald Trump. Il a dit, travaillons ensemble avec vos convictions et avec les miennes, avec le respect et ambition. Il parle toujours de coexistence, Emmanuel Macron. C'est tout ce que nous attendons de la France et de l'Occident. Et en attendant, il n'y a pas eu la célébration des 100 ans de diplomatie franco-russe. Oui, cet anniversaire est tombé vraiment au pire moment de nos relations. Poutine n'était pas là au débarquement, à l'anniversaire du débarquement. Exactement. Et quand Kachanov a joué au Rolex Masters 1000 à Bercy, il a pu jouer, mais il n'y a pas eu le drapeau. Les athlètes russes ne pouvaient pas participer. Dernière question, Mathieu Bock-Côté. Alors, Donald Trump a été élu. On sait qu'il prétend régler. 24 heures, c'est une formule, évidemment, c'est une image. Dans votre esprit, à quoi pourrait ressembler un règlement qui serait acceptable, non seulement pour les Russes, on comprend, c'est votre point de vue, mais aussi pour les Ukrainiens? Non, écoutez, moi je pense qu'il faut partir du terrain. Sur le terrain, aujourd'hui, la Russie progresse. Chaque jour, il y a des
des localités au Donbass qui sont, disons, libérées par les Russes. Libéré? Reprise par Vous me permettrez poliment de vous contredire. Conquise. Quand vous voulez, conquise par l'armée russe. C'est-à-dire, l'Ukraine, sur le terrain, perd la guerre. Et son intérêt, c'est de signer un accord de paix maintenant, sans perdre plus. C'est ça qu'il faut avoir dans la tête. Oui, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Alexandre Orlov et merci de votre franchise, ancien ambassadeur de Russie en France. On verra ce que fait Donald Trump en un jour ou en 2 jours ou en plus de temps et comment ça va se passer entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Je réitère cette information, Vladimir Poutine qui a félicité Donald Trump il y a tout juste une demi-heure pour son élection. À tout de suite avec Mathieu Bock-Côté et Jules Torres pour parler de l'actualité en France. À tout de suite.